Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Bakar Ali Boto, premier adjoint à la mairie de Mamoudzou. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Shakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Alors avec vous, nous irons dans le nord de l'île, plus précisément à Mtsangamouji, où les habitants s'en sont particulièrement pris à la communauté anjouanaise qui est installée en cause un différend concernant la mosquée du village. Nous verrons cela tout à l'heure, mais d'abord, voici les titres de ce lundi 1er juin. Ce week-end, un conflit communautaire a embrasé la commune de Mtsangamouji. Les habitants souhaitent l'expulsion immédiate des ressortissants comoriens, anjouanais ou moéliens. Explication dans notre journal. La Colas est bel et bien en grève. Les salariés ont entamé un mouvement en stoppant tous les chantiers en cours. Ils souhaitent la reprise immédiate des négociations avec la direction pour obtenir de nouveaux avantages dans un climat des plus tendus. Une nouvelle participation à la Coupe de l'Océan Indien, synonyme de victoire. Hier, le RCM a écrasé son adversaire malgache 45-3, permettant à Mayotte d'affirmer un peu plus son hégémonie régionale. Les images à la fin de notre édition. Ce week-end a donné lieu à beaucoup d'agitation dans la commune de Mtsangamouji. Une partie des villageois a expulsé de force les ressortissants étrangers d'origine comorienne, anjouanaise et moélienne. Plus d'une quarantaine de personnes ont défilé dans le village accompagnées d'un tambour pour demander aux ressortissants de quitter leur foyer et de retourner chez eux dans les îles voisines. Plus d'explications avec Shakila Issouf et Fred Soulaïmana. Là, il reste une dame qu'elle va signer, qu'elle accepte de sortir les étrangers chez elle. Si elle accepte, elle signe. Si elle refuse, donc ça ce sera la force de commune, la force du village. Le message est clair. Comoriens, moéliens et anjouanais, partez de notre village maintenant. À l'origine de ces mots, un conflit opposant les Mtsangamoujiens en rapport avec la célébration de la prière du vendredi qui doit normalement se faire dans une seule mosquée. Or, avant le mois de mars, 2 mosquées étaient utilisées pour la prière Al-Jumu'ah. La mosquée verte ayant été détruite, les tensions ont fini par exploser et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce conflit réveille d'autres problématiques que les habitants disent ne plus supporter. Samedi, un appel à l'expulsion des personnes issues de l'immigration a été entonné par la mosquée du vendredi avant la prière de Al-Insha. Les fidèles de la mosquée verte qui continuent de prier dans leur lieu de culte partiellement détruit condamnent le mouvement d'une partie des villageois de Mtsangamouji. Avec l'aide de quelques personnes issues de l'immigration, ils tentent de rebâtir les murs démolis, de quoi semer le trouble et donner lieu à des affrontements communautaires. Ceux qui prient ici, notamment un bon nombre d'étrangers viennent prier avec nous. Et pour un certain nombre de personnes, ils disent que les étrangers qui prient avec nous, donc nous soutiennent contre eux. Et parmi donc d'autres choses qu'ils invoquent ici, notamment qu'on laisse en quelque sorte les étrangers prendre d'ampleur dans ce village. Alors qu'ils ne fréquentent pas forcément la mosquée, les familles d'immigrés ont erré toute la nuit dans les rues et se sont réfugiés dans les bois. Avec femmes et enfants, les portes de leur maison étaient en effet barricadées avec des planches. Des mamans présentes dans le cortège ont fait du porte-à-porte toute la journée pour s'assurer que les propriétaires des logements loués par la population clandestine quittent bel et bien les lieux. On ne peut pas arrêter. Il faut que tous les clandestins sortent dans nos villages. À la fin de la journée, une quarantaine de propriétaires ont accepté d'expulser leurs locataires et leur ont fixé comme ultimatum demain matin.
Les Mtsangamoujiens sont décidés à venir à bout des Anjouanais, des Comoriens, des Moëliens. Ici, ils estiment trop, c'est trop. Ils ont que peu trop accepté leur présence. Alors Shakila, on l'a vu dans le reportage, vous étiez sur place à Mtsangamouji, l'ambiance elle était vraiment électrique. Et qu'en est-il désormais de ces familles qui ont été expulsées? Actuellement, ils ont retrouvé leur foyer, ils sont retournés chez eux et ils attendent l'ultimatum, ils attendent qu'est-ce qu'il adviendra dans ces quelques jours. Est-ce que c'est toujours, on leur demande de partir ou est-ce qu'ils vont trouver un consensus, ils vont trouver un terrain d'entente, parce que c'est quand même des familles qui ont des enfants scolarisés et ils ne se voient pas du jour au lendemain partir comme ça. Ils vont aller où? Sans adresse, ils vont se retrouver d'ici demain. Mais c'est vraiment... la situation en est arrivée là. J'ai l'impression que tout le monde, même s'il y en a qui se cachent, qui disent que non, c'est une minorité qui dit ça. Mais en généralité, la généralité ici à Mayotte, veulent l'expulsion tout simplement des immigrés. Les en fait ont pris ce parti-là, mais d'autres assument moins que d'autres. Exactement, voilà. Parce que ce matin encore, dans la matinale, on a eu le débat avec l'un des Djaoula qui expliquait que c'est pas forcément tous les Mtsangamoujiens qui sont concernés, mais c'est pas vrai, parce que ceux qui parlent pas fort dans la rue, mais ils n'en pensent pas moins, sachant que c'est pas aux Djaoula qui vont avouer ça. Nous, en tant que journalistes, on écoute tout le monde. Donc, les gens vont se confier facilement avec nous, plus que ils vont pas dire à un Djaoula du village, un jeune avec qui ils ont vu grandir, que voilà, ils veulent plus de toi, parce que maintenant les Djaoulas sont associés aux clandestins. Et là, ça va plus. Et tout s'est mélangé, alors que c'est vraiment deux problèmes distincts. Il y a le problème de la mosquée, et il y a le problème des immigrés. Là, ils ont tout mélangé. Et à un moment donné, quand on mélange tout, ça finit par exploser. Ça finit par péter. Ouais. Alors, Monsieur Bakar Liboto, donc vous êtes premier adjoint au maire à la mairie de Mamoudzou. Une situation comme celle-là, vous, en tant qu'élu, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle aurait été votre réaction en pareil cas si ça s'était passé à Mamoudzou? Bonsoir. D'abord, je dirais que le problème est complexe. Et en plus, concernant Mtsangamouji, il y a le problème est scindé en deux. Il y a une partie purement religieuse et une partie qui concerne l'immigration. Je ne vais pas me prononcer sur la partie religieuse parce que je pense qu'il appartient aux autorités religieuses de cette île qui doivent se mettre d'accord, bien sûr, avec l'accompagnement des autorités administratives et civiles et des politiques pour régler ce problème religieux qui n'existe pas seulement à Mtsangamouji, mais c'est dans la plupart des villes de Mayotte. Maintenant, concernant le problème de l'immigration, en tout cas de l'action qui concerne les immigrés, moi je dirais que c'est la conséquence, ou l'une des conséquences de l'inaction des autorités, notamment de l'État et des politiques, qu'aujourd'hui les Mtsangamoujiens sont obligés d'assumer ou en tout cas d'essayer de faire quelque chose. Donc là-dessus, je comprends complètement la population de Mtsangamouji. Et je dirais même que je suis solidaire à ce niveau-là. En fait, en réalité, le problème est beaucoup plus immense. Et ce n'est pas seulement Mtsangamouji, rappelez-vous. La même chose est arrivée à Sada il y a quelques années. Il est arrivé aussi dans d'autres coins de Mayotte. Donc si nous continuons, nous politiques et l'État, à fermer les yeux ou à faire semblant de réagir sans vraiment s'attaquer au fond, enfin aux racines du mal, il est certain que ce que nous avons vu là, ce n'est qu'un avertissement ou une préambule à un problème ou à des actions beaucoup plus graves et grandes, des problèmes beaucoup plus graves qui risquent de perturber, en tout cas, de mettre en difficulté complètement l'île dans son ensemble. Et ça sera à ce moment-là assez tard. Excusez-moi, permettez-moi quand même de vous demander, c'est le sentiment que moi j'ai eu, j'ai bien compris que vous étiez présent, je vous ai interpellé, j'ai interpellé le sénateur, j'ai bien senti, moi, en tant que journaliste, que les politiciens ne vivent pas dans la même réalité que la population mahoraise, qui sont dans un petit monde, mais qui ne sont pas conscients des réalités des Mahorais. C'est le sentiment que moi j'ai eu. Après, je comprends que monsieur Aliboto était venu pour un congrès, pour un parti socialiste, mais ils étaient là, ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait.
Et souvent, c'est ça, en fait. Ils traitent les problèmes les uns après les autres. C'est-à-dire que là, ce n'était pas le cas, ils n'étaient pas venus pour ça, donc ils ne sont pas forcément préoccupés. Non, mais ce n'était pas important pour eux, même si je les ai interpellés, je leur ai posé des questions, alors, mais ils étaient venus pour autre chose. Donc, moi, je comprends. Hein. Moi, en tant que journaliste, je comprends. Mais c'est un sentiment qui est pas seulement... c'est la population qui ressent justement le fait que les élus ne sont pas là. Ils font quoi? Oui, juste sur ce point, effectivement, par hasard, je me suis trouvé à Mtsangamouji. Je peux vous assurer que même si on s'est croisés, mais moi, je ne savais pas ce qui se passait à ce moment-là parce que j'étais de passage. Je suis parti pour le congrès et comme il a mis du temps à commencer, j'ai fait demi-tour tout de suite. C'est vrai, j'ai vu des mouvements de gens à droite à gauche. Bon, comme on est en période de Manzaraka, excusez-moi de faire un peu c'est vraiment le sentiment que j'avais. Je pensais qu'il y avait un Manzaraka ou un mariage, quelque chose comme ça. Parce qu'il y avait plein de monde sur la route. Puis je demandais, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, non, ça c'est un problème avec l'immigration, etc. On est en train de mettre un peu de l'autre. Bon, je suis parti, je ne suis pas resté longtemps parce que je devais être à Mamoudzou pour la foire, puisque je faisais partie du jury. Je ne voulais pas être en retard. Mais je reviens, je ne crois pas, je ne dirais pas que les politiques vivent dans un autre monde que la population. Ce que la population oublie souvent, ou les gens oublient souvent, c'est qu'on a tendance à croire que les politiques doivent avoir des réactions à chaque fois de façon spontanée, quel que soit le problème qui s'oppose. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et souvent, la population croit qu'elle a raison par rapport à ce qu'elle pense. Moi, je rappelle, enfin en tout cas, je dis, personnellement, je pense qu'un politicien ou un homme politique n'est pas là pour faire exactement ou systématiquement ce que pense la population ou les individus qui constituent cette population, mais un homme politique doit faire ce qui lui semble bon pour la population. Il y a une différence entre les deux. Parce que souvent, on peut comprendre la population à chaque fois, mais on doit prendre un recul nécessaire pour réagir par la suite. Ce que je dis n'a rien à voir avec le problème de l'immigration, puisqu'on n'a pas besoin de recul concernant l'immigration, puisque ça fait plusieurs années que nous sommes dedans. Ce qui est certain, tous ici, tel que c'est parti, à commencer par l'État et les politiques, à très court terme, nous risquons de frôler, sinon d'entrer dans la catastrophe. Vous prenez conscience de l'ampleur du problème qui s'est posé à Mtsangamouji. Merci beaucoup, Bakar Aliboto. On continue avec cette nouvelle révélée la semaine dernière qui a fait grand bruit. 24 nourrissons morts, nés, entassés dans un congélateur au CHM, faute de personnel pouvant prendre en charge les dépouilles. Suite à ces révélations, le directeur du CHM que nous avions reçu sur notre antenne avait promis d'agir. Il a en effet tenu parole puisque les nourrissons ont été inhumés ce matin au cimetière de Mgombani dans une fosse commune aux frais de l'hôpital. Reportage Akila Issouf et Fred Souleymana. Des petits caissons qui renferment les petits corps de nourrissons. Au cimetière de Mgombani ce matin, 24 bébés morts-nés ont été inhumés dans une fosse commune. Et c'est Jean Lullier, le directeur des pompes funèbres de Mayotte, qui a comme toujours été réquisitionné par l'État. Malgré des années à pratiquer ce métier, c'est avec une émotion toute particulière qu'il a procédé aux obsèques des 24 nourrissons. On ne s'habitue pas de toute manière, c'est toujours aussi difficile. Ces enfants sont abandonnés, ils sont indigents. C'est à la mairie de prendre en charge ces frais. En effet, le Code général des collectivités territoriales stipule, dans l'article L2223-27, que le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes lorsque la mission de service public définie à l'article L2223-19 n'est pas assurée par la commune. Celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Seulement, ici, c'est le CHM qui en a pris la charge. Des corps abandonnés par des parents qui ne veulent ou ne peuvent pas payer les frais de transport et d'inhumation. L'aumônier chargé de la préparation des bébés accuse le coup et espère, par son intervention, sensibiliser les parents qui laissent la charge de la dépouille de leur bébé au CHM. J'ai là devant moi un corps de défunt abandonné par la famille, par la famille concernée. Et ça, c'est ça qui est important pour moi. Et une fois abandonné, c'est un mot qui sonne, je ne veux pas dire que abandonné volontairement ou pas volontairement, mais le CHM, d'ailleurs parlons-en, le nombre, pourquoi il y a autant de nombres? C'est parce que justement le CHM ne peut pas intervenir aussitôt et
s'ingérer dans cette gestion-là et enterrer les bébés aussitôt. Il y a un délai d'attente pour que la famille réagisse et prenne en charge leur corps. Une fois qu'ils ne réagissent plus, le CHM fait ce qu'il peut. D'autres nourrissons doivent encore subir les rites religieux afin d'être inhumés avec toute la dignité qui leur est due. Encore une fois, Bakar Liboto, je me tourne vers vous. On voit ces petits caissons enterrés dans une fosse commune. On voit que la mairie de Mamoudzou doit intervenir et selon le CHM, ce n'est pas encore réellement le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté de votre part de régulariser toutes ces choses-là, cette situation? Non, pour ce problème présent, on n'a pas effectivement payé, mais nous avons déjà payé plusieurs fois. Les gens qui meurent dans le lagon, du côté de Mamoudzou, même des fois d'ailleurs, on les ramène et c'est nous qui avons payé jusqu'à là. Mais là, vous voyez encore, c'est encore l'une des conséquences de l'immigration, parce que parmi ces enfants, ces malheureux, ces décès, je suis presque certain qu'il n'y a pas des enfants qui ont comme parents à Mayotte. La mairie fait une distinction entre les enfants qui sont nés... Non, c'est pas ça. Il n'y a rien à voir. Je dis tout ce que nous avons déjà payé pour les immigrés. On n'a jamais payé pour les Maorés, alors qu'on devrait le faire. Mais les Maorés se prennent en charge eux-mêmes. Jamais on nous a sollicité pour eux. Mais on nous a toujours sollicité pour les immigrés, les gens dont les corps ont été abandonnés, qu'on ne connaît pas les parents, etc., les gens la famille, etc. Là aussi, ce sont des enfants qui appartiennent à des immigrés aussi. Il faut le dire, il faut qu'on se dise la vérité. Et que ça fait partie des conséquences justement de l'immigration. Parce qu'à Mayotte, des scènes comme ça n'a jamais existé. Donc voilà, ça ce n'est qu'une partie de l'iceberg, comme on dit. Et il y en a d'autres encore. Alors on parle aussi des cimetières à Mamoudzou, on le voit, le cimetière de Ngombani, on sait qu'il y a beaucoup de soucis quand même. Les parcelles ne sont pas forcément définies, comment ça se passe? Non, il n'y a pas du tout de soucis au niveau des cimetières de Mamoudzou. Sur les cimetières de Ngombani ont été complètement quadrillés et les gens enterrent librement. Mais la seule chose qu'on demande, c'est que les concernés, les familles viennent à la mairie demander l'autorisation et on leur attribue un endroit pour enterrer avec la présence, vous l'avez vu, vous avez remarqué, d'un officier d'état civil. Donc ces choses-là sont bien réglées à Mamoudzou. Il n'y a pas de souci du tout, il n'y a jamais eu de souci à ce niveau-là. Mais je vous dis, nous avons toujours payé. Et nous avons toujours payé pour les étrangers, pour les immigrés, pas pour les Maorés. On n'a jamais payé pour les Maorés parce que les Maorés ne nous ont jamais demandé, parce qu'ils prennent en charge eux-mêmes leur propre mort. Le mort de leur famille. Donc à l'hôpital, il n'y a que des enfants mahorais ou issus de l'immigration qui sont... Non, à l'hôpital, c'est que les enfants qui restent, tels que nous les avons vus, ce sont des enfants qui n'ont pas été réclamés. Et s'ils n'ont pas été réclamés, l'hôpital est obligé de les garder, il ne peut pas les jeter. Et en attendant que quelqu'un se manifeste. Comme personne ne se manifeste, jusqu'à ce nombre que vous avez vu, plus de 50, naturellement, à un moment donné, il faudra les enterrer. Bien sûr, au niveau religieux, c'est bien organisé, pas de souci. Vous avez confirmation qu'il ne s'agit que de ces enfants-là? Vous avez confirmation de cela? Je n'ai pas la liste, Tony, mais je vous dis, je suis presque sûr à 100% qu'il ne s'agit que des enfants appartenant à des étrangers, parce que les Maoris ne font jamais ça. À moins qu'on me démontre le contraire. Pour avoir récolté quelques informations, quand j'ai fait ce tournage, on m'a expliqué aussi qu'il y a des filles qui avortent, qu'il y a des fœtus, et personne ne va venir réclamer un bébé qui n'a pas voulu. Et il y a des familles maoraises. Des jeunes filles, vous voulez dire des jeunes filles? Des jeunes filles. Il y a des familles maoraises, il y a même des femmes qui travaillent et qui ils ont déjà touché les indemnités. Mais comment on peut sachant qu'il y a le problème, la conséquence, il y a des personnes... Comment on peut identifier une femme mahoraise et une femme qui n'est pas mahoraise? C'est par rapport à quoi? À son identité, son état civil. Son état civil, il y a des informations à l'état civil, on sait très bien, ils ont les papiers, ils savent qui est né où, qui est qui, ils le savent. Le CHM, quand ils ont un décès, ils envoient les papiers, ils envoient le papier au service civil. Et c'est eux ils savent à qui ils ont affaire. Nous, on a des informations. Et aussi, comme conséquence, parce que pour le Mtsagamouji, les Mtsagamoujiens, ils ont dit on ne veut plus enterrer de clandestins ici. Et justement, comme conséquence de l'immigration, à un moment donné, il va y avoir un problème pour ça. Mais on est d'accord sur ça. Mais là, je vous assure, moi j'ai dit 100%, mais vous dites qu'il y a quelques-uns, mais ça ne doit pas faire plus de 5%. Parce que ça n'existe pas ici. Le débat n'est pas là.
Nous l'annoncions depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel, la grève à la Colas a débuté ce matin. Si les grévistes ne s'emparent pas encore des rues, tous les chantiers ont été bloqués et les manifestants se sont retrouvés devant le siège de l'entreprise. Sur l'un des chantiers bloqués, une bagarre a même éclaté. Reportage à Bassalidi et Pierre Bellucci. Les semaines se suivent et se ressemblent à Mayotte. Alors que 2 conflits ont pris fin la semaine passée pour la SMAE et SFR, les salariés de la Colas ont décidé de suivre le mouvement, une grève dont certains n'avaient pas eu vent, mais avec laquelle ils partagent les revendications. Galera en 2002 à 2014. Ma contrat tout, kakila mwezi contrat kakila mwezi kusamba etiek. On est quand kiambari ulibwa droit ya 100 euros, hein? Yo droit ya 150 euros. Yo ti droit ça. Yampa fanya mahana. Les 13 réunions annuelles obligatoires n'ont pas permis de trouver un accord, mais les salariés continuent de réclamer de nouveaux droits. C'est quoi le problème qui pose les salariés? Ils demandent des formations. Quoi de plus normal? Ils demandent l'alignement, la convention collective. Quoi de plus normal quand on est dans un département? Ils demandent un 13e mois. Quoi de plus normal? Donc toutes ces demandes-là sont normales. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons le message, nous lançons un appel auprès de la direction pour qu'il appelle justement les organisations syndicales à se mettre autour d'une table. Et parce que c'est autour d'une table qu'on trouvera les solutions. Parmi les revendications, l'augmentation salariale semble être une priorité. Notre direction veut rester dans la convention collective de Mayotte et on sait très bien que la convention collective de Mayotte, c'est le minima, que ce soit la Mayotte ou métropole, mais la convention collective, c'est le minima. Et nous, on veut plus que sur nos salaires, on veut plus que ce que la convention collective a proposé. Dans la matinée, un homme dit avoir été battu par un sous-traitant venu avec ses gardes du corps proche de l'un des chantiers en grève. La tension est criante dès le premier jour de grève. Alors que les deux camps réclament l'apaisement avant d'entamer les négociations, le dialogue semble parti sur de bien mauvaises bases. Et à noter que ce soit du côté des salariés ou de la direction, les deux camps affirment ne pas réussir à se joindre. Si cette situation perdure, il y a de fortes chances que la DIECT soit sollicitée pour entamer les négociations. Et ce week-end, un barrage a été dressé dans la descente Sogea, non loin de la rédaction. Les jeunes, à l'initiative de ce blocage, se sont mis à caillasser les voitures qui passaient. Bakar Liboto, vous étiez présent au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous les avez, on le voit sur ces images. Que s'est-il passé très exactement et comment avez-vous vécu ce moment? Moi, j'ai pas vu les jeunes, hein, j'ai vu personne. Mais il se trouvait que je passais par là, comme je le fais régulièrement. C'est le chemin qui mène vers moi. Et que en arrivant à ce niveau-là, vers 22h30, moi j'attends un coup de bruit et enfin en tout cas un cas. Enfin, je savais pas ce que c'était, mais la voiture était secouée. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'accélérer. Bon, j'ai accéléré déjà pour m'éloigner de la zone de danger et je suis allé directement à la police. Arrivé à la police, j'ai trouvé qu'il y avait déjà une voiture qui était stationnée pour les mêmes causes. Voilà. Et puis quelques minutes après, d'autres voitures nous ont rejoints. Ils ont subi le même sort. Donc voilà, personne n'a vu personne, mais c'est quand même je ne sais pas si ce sont des jeunes ou des adultes, mais bien organisés pour casser les voitures. Et je dis, ils n'ont pas cassé ma voiture parce que c'était moi. Ils ne pouvaient pas savoir que c'était moi, puisque c'est la nuit, parce que puis ils ont choisi, c'est pas les voitures de toute façon. Voilà. Alors, ce week-end, le conseil municipal s'est tenu à la mairie de Mamoudzou et on a vu un début de piste pour endiguer cette délinquance. Les policiers municipaux peut-être armés, est-ce que c'est une demande particulière que vous avez manifestée ou ça vient d'où cette... Nous, ça fait depuis trop longtemps parce que nous, la priorité numéro 1 dans notre équipe, c'est la lutte contre l'insécurité.
Ça, c'est dès le départ. Nous avons prévu un certain nombre de mesures, notamment ce que vous venez de citer, le renforcement de la police municipale, l'installation de caméras, le renforcement de l'éclairage public, généralisation et renforcement de l'éclairage public. Mais tout ce que nous allons faire au niveau de la mairie de Mamoudzou, ça ne résout pas le problème. Ça, c'est juste une solution locale par rapport aux moyens de la commune. Mais la sécurité, globalement, ce n'est pas de la compétence exclusive de la commune de Mamoudzou, mais c'est une compétence de l'État. Et la commune de Mamoudzou toute seule ne pourra jamais résoudre ce problème. Et que, comme nous avons dit, ici, il est temps que nous, politiques, et l'État et les autres autorités, nous puissions nous mettre autour d'une table sérieusement pour réfléchir et en tout cas proposer des solutions. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait. Il y a eu plusieurs réunions, il y a eu plusieurs mesures, mais il s'avère que ces mesures sont inadaptées. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument instaurer des assises sur la sécurité. Sinon, ce que je veux vous dire, ce que les Mahorais vont faire, nous, on ne pourra pas maîtriser. Vous connaissez bien les Mahorais. Ils sont de nature très calme, très obéissants, mais à un moment donné, quand la coupe est pleine, on ne peut même pas prévoir leur réaction. Ça explose. Et ça, personne ne pourra à ce moment-là maîtriser. Donc je pense vraiment qu'il faut faire... On vous entend parler de Mayotte en général. Vous êtes déjà en campagne pour les sénatoriales? Mais non, ça n'a rien à voir parce que vous ne pouvez pas sortir Mamoudzou de Mayotte, d'autant plus que c'est le chef-lieu et que l'ensemble de la population de Mayotte s'y trouve à chaque fois. Donc nous avons l'obligation de protéger la population de Mamoudzou, mais aussi la population de l'ensemble de Mayotte qui ont des activités et qui viennent à Mamoudzou parce que les choses sont faites de telle sorte qu'on rassemble ici du monde. Il y a la population de Mamoudzou double au moins dans la journée. Mais je dis ça, c'est vraiment un problème d'une grande importance. Je pense qu'en fait, actuellement, on ne devrait pas s'occuper d'autre chose que de la sécurité. Vous comprenez? Tous les investissements que nous faisons, que ce soit nous, que les autres collectivités, que le Conseil général, que l'État, par rapport au développement de Mayotte, mais ça ne sert à rien du tout. Tout simplement parce que ces efforts-là sont anéantis aussitôt. Tout simplement parce que nous avons autour tous les saccages possibles, tout l'argent qui est investi pour s'occuper d'un problème qui ne devrait pas être. Donc il est temps que chacun assume ses responsabilités. Je pense qu'à ce niveau-là, franchement, quels que soient les gouvernements jusqu'à là, les gouvernements de notre nation n'ont pas suivi, n'ont pas assuré. Il y a défaillance. Alors, nous sommes responsables parce que c'est une responsabilité collective. Les policiers qui sont chargés de la sécurité, surtout les policiers municipaux, eux-mêmes, ils se sentent pas en sécurité. Ils ont même demandé des gilets pare-balles parce qu'ils ont peur de prendre un coup de poignard. Et vous le refusez? Oui, on leur a dit quand même pour la police municipale, un gilet pare-balles pour s'occuper des bonnes femmes qui sont au marché. Je pense qu'il n'y a pas urgence. On leur a dit... Il n'y a pas urgence? Non, il n'y a pas urgence à ce niveau-là, je vous assure. Maintenant, concernant la police nationale, ces pauvres policiers, mais ils n'ont pas tous les moyens qu'il faut. Ils sont en sous-nombre, en sous-effectif, ils n'ont pas tous les moyens, mais ça se voit. Hier, l'autre fois, quand il y a eu ce problème, ils étaient de l'autre côté de Mamoudzou. Là, ils sont venus, ils étaient obligés de venir, mais en lâchant ça explose d'ailleurs. Il n'y a pas les moyens. Il y a défaillance généralisée à ce niveau-là. Et quel que soit le gouvernement, alors on va ils sont passés. Donc c'est grave, c'est grave. Où on ne compte plus le nombre de carcasses de voitures justement qui s'y entassent, inesthétiques, encombrantes, parfois même dangereuses. Ces épaves entachent l'image du chef-lieu. La mairie a donc décidé de prendre les choses en main et de les faire disparaître du paysage une bonne fois pour toutes. Les images sont signées Abbas Alidi et Leslie Vimni. Le balai des bulldozers a commencé ce matin et pour les habitants de ce quartier de Doujani, il était temps que la mairie s'attaque sérieusement à ce fléau. Des carcasses entassées à quelques pas à peine de leurs habitations et qui au quotidien sont source de tracas. Malaguatu na hurububua alafu isenge samba la meri tungarfanyayo tungobole kabisa byamba lazima wake na ufanya tungoro dezo helo pare commune Rembeli. Et ce qui s'est passé ce matin n'est ici que le début d'une vaste opération de nettoyage entreprise par la mairie de Mamoudzou qui a la ferme intention de donner une autre image de la commune, plus saine et plus attrayante. L'essentiel du travail se fera sur l'ensemble de la commune, dans chaque village, chaque rue, chaque quartier. Le service de la mairie, aussi bien les services techniques que la police municipale, a déjà sillonné la commune, a pris des photos. Nous connaissons pratiquement les propriétaires, nous connaissons les lieux.
Donc dans un premier temps, nous allons tout enlever. Mais le message est clair, c'est qu'on ne veut plus de carcasse sur Mamoudzou. C'est donc tout Mamoudzou qui va être passé au peigne fin dans les 3 mois à venir. Alors après ça, gare à ceux qui se risqueraient de nouveau à abandonner sur la voie publique leur tas de ferraille, carcasses de voitures ou même conteneurs durant plus de 6 mois. Une fois identifiés, les contrevenants s'exposeraient alors à des sanctions financières. Une application du principe du pollueur-payeur qui devra permettre à la mairie de mettre de l'ordre dans la commune. Avec le nouveau statut du département, nous sommes obligés de respecter certaines normes. Notamment, il y a une question d'hygiène, de santé et de salubrité publique qui se pose. Il nous appartient, nous, commune de Mamoudzou, d'agir et de réagir, en tout cas d'agir en conséquence. Et pour atteindre cet objectif, la mairie a fait appel à l'entreprise Enzo Recyclage qui, en contrepartie de l'enlèvement, pourra récupérer la ferraille. Un partenariat gagnant-gagnant qui semble avoir de beaux jours devant lui. Les instituteurs de la maternelle T9 à Kawini ont déposé un droit de retrait cet après-midi. Ils se plaignent de l'insécurité, des intrusions intempestives dans la cour, des voitures qui se font saccager ou encore des menaces et insultes quotidiennes. Ils ont donc décidé de ne pas accueillir les enfants pour alerter les institutions quant à leurs conditions de travail de plus en plus difficiles. On écoute le secrétaire général du SNUPP-FSU au micro de Pierre Bellucci. Le fait que les collègues ne remontent pas suffisamment les informations au vice-rectorat ou peut-être que c'est camouflé en cours de chemin parce que c'est par voie hiérarchique, on se dit que non, il n'y a pas de phénomène de violence dans ou aux alentours des écoles de premier degré. Mais loin de là, il se passe plusieurs choses, plusieurs événements qui malheureusement ne sont pas remontés et on se dit que on croit, on pense que les écoles sont épargnées par ce phénomène qui va en grandissant. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 1er juin dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. À partir d'aujourd'hui, 1er juin 2015, les prix du carburant et du gaz changent. En application du dispositif de régulation des prix, le préfet vient de signer l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à compter de ce jour. Le prix du litre est ainsi fixé à 1,50 € pour le super carburant sans plomb, 1,21 € par litre pour le gazole ou encore 1,02 € pour le mélange détaxé. Le prix de la bouteille de gaz de 12 kg est quant à lui fixé à 25 €. Selon la préfecture, la régulation des prix pétroliers s'inscrit dans l'action du gouvernement dans sa lutte contre la vie chère au profit des consommateurs mahorais. Étrange lorsque l'on sait que ces nouveaux prix représentent une augmentation de 3 centimes, notamment pour le gasoil ou l'essence. En réalité, seul le gaz admet une baisse de 50 centimes. Les parents d'élèves en ont assez. Ce matin, 2 barrages ont été dressés à Chiconi, l'un au niveau du pont et l'autre à la sortie du village en direction de Kahani. Tous les usagers coincés entre les 2 barrages sont restés bloqués dans le village. Les parents d'élèves ont décidé de mener une action coup de poing pour lutter contre les agressions au collège. Vendredi, un nouveau jeune a été victime de violences. Les parents accusent les jeunes de Barakani de venir semer la pagaille alors qu'ils ne font pas partie de l'établissement. Il y a quelques semaines, un premier mouvement avait déjà eu lieu pour les mêmes raisons. Les parents veulent maintenant que le maire de Ouangani agisse rapidement. Le barrage a été levé dans la journée mais pourrait reprendre dès demain matin. Le 29 mai dernier, le Conseil constitutionnel a entériné l'interdiction généralisée des coupures d'eau, même en cas de facture impayée. Cette décision valide la constitutionnalité de la loi Brottes du 15 avril 2013, dont le décret d'application est paru le 27 février 2014 et qui interdit à tout distributeur de couper l'alimentation en eau dans une résidence principale et ce tout au long de l'année. Cette décision s'applique à tout le territoire français et Mayotte ne déroge pas à la règle. Si les coupures d'eau ne seront plus d'actualité, les factures impayées pourraient cependant donner lieu au blocage sur les comptes des intéressés. Aucune fraude ne sera donc possible. « 45-3, un score fleuve et un nouveau titre de champion dans l'océan Indien. En rugby, le Racing Club de Mamoudzou a largement dominé son adversaire malgache dimanche lors de la finale de la Coupe des champions de l'océan Indien. La province malgache n'a pas fait le poids face à une équipe du RCM supérieure dans tous les domaines. Reportage Pierre Bellucci et Jérôme Comon.
Mayotte est imbattable, quelle que soit l'équipe qui participe à la Coupe des champions de l'océan Indien. À la fin, c'est toujours les représentants de l'île aux Lagons qui l'emportent. Après 2 victoires de suite à laquelle il faut ajouter celle du Desperados l'an dernier, le RCM a été sacré sans l'ombre d'une contestation. Dans un match à sens unique, les joueurs de Mamoudzou ont infligé 8 essais à leurs adversaires du jour. Une correction qui a débuté dès les premières minutes grâce à une stratégie ficelée. Les hommes du RCM, motivés et déterminés comme jamais, se sont entraînés dur pour cette compétition. Les coachs ont pris la bonne décision tactique en choisissant de jouer avec leurs avants face à une province malgache qui préfère le jeu au large. À la 37e minute, Raphaël, le jeune 3e lignel, a écopé d'un carton jaune à la suite d'un plaquage dangereux. Une sanction qui n'a cependant rien changé et qui, à l'inverse, a eu pour effet de galvaniser les troupes. Momo, le talonneur et capitaine, a inscrit 2 essais. Mika, Romain, Louis, Jérôme, Johan et Luc ont tous marqué leur essai. Les transformations ont été pour leur part assurées par Anzeldine, le numéro 10 et buteur. La fête a donc été pleinement réussie, à la fois sur et en dehors du terrain. Les rugbyman du RCM ont atterri dans l'après-midi à Mayotte. La saison est terminée, mais les festivités ne font à coup sûr que commencer. Et voilà, bravo les gars, bravo les gars. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à nos invités, Shakila Issou, journaliste à KTV, également Bakar Aliboto, premier adjoint à la mairie de Mamoudzou. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après, à 19h35, l'invité du temps de parole qui était ce matin au micro de Patrick Millan. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à vous sur KTV.